Bonjour à tous. Donc une vidéo avec toujours un titre mémotechnique. C'est un mot valise. Et c'est une vidéo en réponse, entre guillemets, à celle du colonel Jolicoudron, qui nous a gratifié d'une deuxième vidéo, La route de Damas. Ce n'est pas pour avoir raison à mon tour, c'est vraiment pour discuter, pour échanger. Un point de vue un peu différent dans la mesure où moi je pense qu'il y aura une bataille plus au nord avant celle de Damas, mais au final on arrivera à Damas, alors que lui pense plutôt que le nord est secondaire et que la bataille qui arrive bientôt serait plutôt celle de Damas. Donc pour comprendre un petit peu notre divergence, il faut regarder la carte des acteurs sur le terrain. On voit en effet, comme le signale le colonel, que l'État islamique mène une poussée vers le sud, vers la capitale, vers Damas, mais qu'il y a aussi une bifurcation vers le centre et vers Homs. Et il y a aussi une autre avancée vers Hama. Donc on pourrait aussi parler de ciseaux. Et on voit des poches du régime un petit peu partout. Et c'est dans ce contexte qu'il y a presque un mois, Bachar el-Assad a annoncé qu'il allait changer de stratégie. Le colonel Joly-Goudron faisait remarquer que c'était une erreur de communication que de dire qu'on manque d'hommes. En état de guerre, il ne faut surtout pas dire qu'on manque de quelque chose. Mais surtout dans ce discours, outre son erreur de communication, un autre fait est cette fois-ci stratégique. Donc la stratégie, c'est soi-disant la Syrie utile en fait, concentrer l'arsenal et l'armée dans les régions importantes, c'est-à-dire dans les régions chiites, et donc il entérine en fait la partition du pays selon la carte que l'on a vue précédemment. Ce changement stratégique ne sera pas sans conséquences. Dans un premier temps, on peut penser qu'au niveau de la communication et des erreurs à ne pas commettre, le fameux axe de la résistance devra changer de discours s'il ne veut pas être taxé d'inversion accusatoire. Certains, dont peut-être le colonel, me diront que c'est exagéré comme expression, mais il faut voir que le Hezbollah et les gardiens de la révolution iranienne sont aussi à la manœuvre en ce qui concerne les mouvements de population, un remodelage de la carte sur les bases religieuses et ou ethniques. On voit dans cet article que les tractations devaient déboucher sur un retrait des rebelles des Albanies en échange de l'évacuation des civils de Foua et de Kafraya. Donc Foua et Kafraya, ce sont des villes, des villages, on va dire sunnites, et les rebelles sont dans une ville chiite. Mais surtout, quand on parle de partition, il faut regarder quels sont les acteurs. Et donc, si on voit bien l'État islamique, si on voit bien la République nationale syrienne, les Moudjahidines, Al-Qaïda, Al-Nusra, on voit aussi les Kurdes. Et donc, cette partition signifie de fait l'autonomie pour les Kurdes de Syrie. Et donc, sans trop revenir sur l'histoire des Kurdes, on peut dire que la majorité des organisations kurdes en Syrie sont une émanation du PKK, qui est en Turquie une organisation terroriste, bien que depuis quelques années, il y ait des discussions de paix. Et donc les Kurdes, à la faveur, entre guillemets, de la nouvelle stratégie de la République arabe syrienne, sont redevenus pour les Turcs un risque imminent. Pour l'instant, l'intervention directe turque se limite à des frappes aériennes, mais on sait que l'ambition, entre guillemets, de la Turquie est de créer au nord de la Syrie une zone tampon, une no-fly zone, avec un corridor humanitaire le long de sa frontière pour éviter un afflux trop important de réfugiés syriens.
bien souvent, la politique extérieure d'un pays répond à des contingents intérieurs. Et donc il ne faut pas oublier non plus, les élections en Turquie qui se sont déroulées et qui n'ont pas permis d'avoir une majorité, et donc il devrait y avoir bientôt de nouvelles élections. Cette opération extérieure a peut-être pour but électoral d'aller piocher des voix, que ce soit chez les nationalistes ou chez les Kurdes, et regagner les 10% manquants. Et si l'intervention turque répond à une stratégie à long terme et non à une manœuvre électorale, alors on peut revenir aux lignes du front et voir que sur le terrain, il y a deux zones qui répondent parfaitement au but de guerre et qu'il y a deux autres zones plus problématiques avec la présence de l'État islamique, des moudjahidines al-qaïdistes et de la République arabe syrienne. Et les seuls alliés sur le terrain aux Turcs que l'on peut voir, imaginer, ce sont les islamistes al-qaïdistes. Et al-qaïdistes, c'est vraiment à résumer, car ils ne sont pas d'accord entre eux, et donc il pourrait y avoir un éclatement de cette zone verte, de cette zone islamiste, suite à l'entrée en guerre de la Turquie. Et donc les mêmes ingrédients qui avaient permis l'arrivée de l'État islamique en Syrie sont de nouveau présentes sur le terrain, avec un État laïque, séculier, la Turquie, des groupes djihadistes rebelles qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur l'alliance avec cet État laïque, et le troisième larron, l'État islamique, qui à l'époque attendait en Irak et cette fois-ci attend au sud. Donc qui du colonel ou de moi aura raison? Est-ce que l'État islamique, dont la stratégie principale de croissance est de s'appuyer sur les faiblesses de ses ennemis, va aller vers le nord, ou est-ce qu'il va taper directement vers le sud? Et donc c'est entre guillemets la problématique syro-syrienne. On peut aussi élargir un petit peu la vision. Même si je n'apprécie pas trop ce schéma, on peut penser que la Turquie va se rapprocher du centre du conflit, du cœur nucléaire, et ça sera l'objet de mon hypothèse farfelue. En voyant comment la Turquie est entrée en guerre, ça m'a fait penser à ce rave. Pour ceux qui connaissent, ça sera un rappel. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas. C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. De force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. Je résume un peu. Et donc, Assad pousse les Kurdes à l'indépendance, à l'autonomie, ce qui pousse, tire les cheveux des Turcs à intervenir en Syrie. Et une fois en Syrie, il ne faut pas oublier que la Syrie, c'est quand même un État reconnu, souverain. Donc, l'entrée de troupes dans un autre pays peut être un casus belli. Il ne faut pas oublier non plus que la Turquie est membre de l'OTAN et qu'elle pourrait faire valoir le chapitre 5. Il y a quelques faits d'actualité qui nous laissent penser que les gros se préparent. Les Russes chercheraient à reprendre la main. Je pense surtout qu'ils cherchent à gagner du temps. Ils n'ont pas mis leur veto à un plan de paix qui prévoit des discussions entre une opposition et la République arabe syrienne,
Donc ça serait des discussions entre opposants mutuellement reconnus. Donc ça sera difficile pour Bachar de reconnaître l'opposition qu'il qualifie jusque-là de terroriste. Un autre fait qui laisse penser qu'il n'y a pas que les Russes qui gagnent du temps, c'est le retrait en septembre des missiles patriotes américains, puis en janvier des troupes allemandes stationnées en Turquie. Les missiles patriotes sont des missiles anti-aériens, sol-air, et donc c'est assez surprenant de les retirer et d'avoir, pour le coup, plusieurs avions F-16 stationnés dans le coin. Donc ils ont jusqu'à octobre pour les retirer et je pense que ça va continuer, à moins d'être kamikaze. Je n'ai rien d'autre que ce faisceau d'indices qui démontre que les gros s'activent, les gros brassent de l'air au minimum, donc font peut-être des écrans de fumée. Et j'ai aussi et surtout le souvenir de 2013 où les Anglais et les Américains ont soi-disant reculé du fait de la volonté russe, mais une Turquie qui serait intervenue en Syrie et qui aurait causé un casus belli, et qui ferait valoir le chapitre 5, permettrait à l'Angleterre et aux États-Unis de se passer de l'accord du Parlement, de l'accord de leurs parlements respectifs. Donc ce ne sont que des intuitions. Et j'ai quand même un fait qu'on qualifiera comme on voudra, c'est le RAV, toujours. On va aller sur son blog. Et donc sur son blog, la Leava, la petite flamme, il y a un article qui date du mois de juillet. Vous retrouverez le lien sur mon blog, et le lien de mon blog est lui-même en description de cette vidéo. Donc il y aura ce lien-là et tous les autres. Et je vous lis juste le plus intéressant. Toutefois, cela ne signifie pas que le Mashiach ne peut venir qu'à la fin de la 7e année. Il est clair qu'il peut venir à tout moment. Simplement, il s'agit d'un moment propice à sa venue. Nous sommes actuellement en 7e année. Et bien sûr, il est possible que le Mashiach ne vienne pas en cette fin d'année. Hasvé Shalom. Cependant, beaucoup de choses montrent que si nous le méritons, nous pourrons peut-être vivre la Géoula dans un peu plus de 3 mois environ. Si une guerre éclate avant le 13 septembre 2015, nous pouvons être quasiment certains que nous y sommes. Et je suis donc assez d'accord avec le Rav, non pas sur la dernière partie, mais sur le milieu. Beaucoup de choses montrent que nous pourrons peut-être vivre la Géoula, la Grande Guerre, avant le 13 septembre, un petit peu après. J'y mets pas d'obligation temporelle. Bonne continuation à vous.